Mesdames et messieurs, je je tiens à vous remercier d'avoir pris le temps pour être là. Vous avez voyagé de très loin pour être là. Je vais parler en plusieurs langues. Je voudrais aussi saluer nos amis de la presse française qui nous ont rejoints. وأنا حابب كمان سلم على كل أصدقاء اللبنانية. أنا اليوم فخور كون Libanais. لبناني. Aujourd'hui, je suis fier d'être لأنه libanais. إذا في بلد بالعالم وقف معي بهالصعوبات هو Liban لبنان. est le seul pays qui était à mes As côtés you dans can ces imagine, Comme vous circonstances. pouvez is a very l'imaginer, important day for aujourd'hui me. est un jour One, très important pour moi. that I have looked Tout forward d'abord, to every single que day j'ai for more than attendu 400 days. chaque jour avec Since impatience I depuis was 400 brutally taken jours, depuis que j'ai été from my brutalement world enlevé as I knew de it. mon monde tel que je le Ripped from my connaissais, family, déchiré my de ma friends, famille, de mes my amis, communities, de mes from communautés, Renault, Nissan, de and Renault, Mitsubishi, Nissan et Mitsubishi, and the et 450,000 les women and men who 450 comprise 000 those companies. hommes et femmes qui I have not composent ces experienced a groupes. moment of Je n'ai freedom pas connu since November un 19, moment de 2018. liberté depuis It le is 19 impossible. novembre It is impossible to express 2018. Il est the depth impossible of pour moi that d'exprimer la and my profondeur profound de appreciation cette to once again privation be et able to be la joie reunited que j'éprouve à with être my family réuni à nouveau and loved avec ones. ma famille et mes êtres Today chers. is also a poignant Aujourd'hui reminder est un of the rappel day poignant precisely du jour 1 year ago précisément il y a un when an I appeared before many of you je as suis well apparu as a devant Japanese bon judge nombre d'entre and vous ainsi prosecutors qu'un in Tokyo. juge japonais et des procureurs à I pleaded Tokyo. my innocence J'ai by plaidé adding so mon while constrained innocence tout by en étant handcuffs contraint and par bound des by a menottes leash et around my lié waist, par which une was laisse used to autour walk de ma me taille into the qui courtroom. a servi à me conduire I was dans in la the salle midst of being d'audience. held indefinitely J'étais in solitary confinement sur le point after d'être several détenu failed attempts at en bail. emprisonnement I had just spent the isolé Christmas après de and New nombreuses Year holiday alone tentatives and in confinement. de And I liberté hadn't sous spoken caution. to J'avais or passé seen my Noël family et le for 6 jour de weeks. l'an seul My only et j'avais contact pas with vu ma them famille were depuis 6 letters semaines. Mes seuls shown contacts to étaient me des by lettres lawyers qui m'ont été through montrées par a des looking avocats glass. par I have spent the previous une months being petite interrogated for up to fenêtre. 8 J'ai hours a day passé les without any 18 derniers lawyers mois à present, être interrogé jusqu'à 18 without heures an par jour sans understanding présence of what d'avocat, sans exactly I was comprendre being accused of, précisément ce dont without on m'a access to accusé, the evidence sans that avoir justify this accès travesty aux éléments de against preuve my qui human rights justifient and cette dignity. travestie contre mes droits de l'homme It et will ma get worse dignité. for you if you don't just confess. Cela deviendra encore plus grave pour vous si vous ne confessez pas. Le procureur me l'a dit à maintes reprises. Ça a été enregistré. Vous pouvez voir les enregistrements puisque les enregistrements sont détenus. Voyez combien de fois cela est apparu. Confessez et ça sera terminé. Si vous ne confessez pas, non seulement allons-nous vous poursuivre, mais on va poursuivre votre famille et on va découvrir plein de choses. Chaque jour, je me réveillais ou les nuits où je pouvais dormir, prendre une décision. Dois-je me battre pour mon innocence ou dois-je obtempérer? Il n'y avait aucune fin en vue et ces conditions sont restées plus ou moins les mêmes jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Le sentiment de désespoir était profond et chaque jour, pendant plus de 130 jours de détention, je me suis battu pour mon innocence. Lorsque j'ai été accordé une libération sous caution pour la première fois, avoir la possibilité de vous dire tout ce que je veux vous dire aujourd'hui, j'ai été rejeté brutalement dans une détention solitaire pendant 24 ans qui bat en brèche les normes des Nations Unies en matière de liberté et de justice. Ce jour est un jour très important pour moi. Je ne suis pas là pour vous expliquer comment j'ai pu quitter le Japon, bien que je comprenne que cela vous intéresse.
Je suis là pour vous parler pourquoi je suis parti. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, je peux me défendre. Je peux parler librement, répondre à vos questions. Il était très facile de me cogner dessus lorsque j'étais en prison, de décrire la façon dont j'étais, malheureusement pas simplement au Japon, mais à présent je vais pouvoir parler avec des faits, des données et des éléments de preuve et j'espère que vous allez découvrir la vérité, pas comme elle a été déformée par les gens qui m'accusent ou par les gens qui ont rejoint cette accusation ou les complices, pas simplement au Japon, mais en dehors du Japon, mais la réalité est très différente et j'espère aujourd'hui que vous allez la découvrir avec moi. Je suis pas là pour me présenter en victime, mais pour éclaircir un système qui viole les principes d'humanité les plus fondamentaux. Je suis là pour me disculper et prononcer quelque chose qui a été prononcé comme une hérésie dans le système judiciaire japonais. Ces allégations sont infondées. J'aurais jamais dû être arrêté au début. Je voudrais exprimer mes profonds remerciements à ceux qui m'ont aidé pendant cette épreuve indicible face à une campagne systématique par une poignée d'acteurs maléfiques qui visent à détruire ma réputation et entacher mon nom. Je reconnais le soutien sans relâche de ma famille, mon épouse, Carole, mes enfants, mes 3 sœurs, ma mère, Rose, les enfants et la famille de Carole ont tous supporté une douleur indicible, ont appris mon arrestation par les médias, n'ont pas pu me voir ou me parler pendant des mois, ont fait l'objet d'attaques infondées des médias organisées par les procureurs japonais, des responsables de Nissan et de nombreux accomplis. Je pense à mes nombreux amis et les nombreux individus anonymes qui m'ont adressé des lettres de soutien pendant que j'étais au centre de détention de Kosuge. Je pense aux autorités libanaises et les citoyens du Liban qui n'ont jamais perdu foi en moi, ont montré au monde que pour un petit pays, le peuple libanais a un grand cœur et un véritable sentiment de ce qui est juste. Je pense à mes avocats de par le monde qui ont travaillé sans relâche et qui ont consacré toute leur énergie contre un système corrompu et hostile qui a supposé ma culpabilité depuis le premier jour, qui cherchait à briser mon esprit et me forcer à confesser. Merci aussi aux avocats du système pénal et des droits de l'homme à l'échelle mondiale et au Japon qui se sont battus sans relâche contre toutes sortes de moyens pour améliorer le système de justice hostile au Japon, qui est indifférent à la liberté, à l'équité et aux procédures, indifférent aux libertés fondamentales et aux normes de justice acceptées. Je voudrais prendre un instant pour évoquer Greg Kelly, un homme d'honneur, un mari, un père qui a été brutalement pris de son monde, de sa famille en novembre, qui a été convoqué sous des prétentions fallacieuses alors qu'il devait subir une intervention chirurgicale. Greg reste victime du système hostile du Japon, 100 jours de procès en vue, 14 mois après son arrestation. Alors que mon sort a fait les grands titres, on ne peut pas oublier l'épreuve de Greg et la souffrance qu'il a subie tous les jours aux mains du système japonais. Il est puni précisément parce qu'il est honorable et a refusé de participer à cet accord de plaider coupable avec Arinada et Onuma et sans doute de nombreux autres. Grâce
aux fuites systématiques de fausses informations et d'informations mensongères et la détention d'informations disculpatoires par le procureur et par Nissan, j'étais présumé coupable devant les yeux du monde et soumis à un système dont le seul objectif est de forcer des confessions, obtenu un plaidé coupable sans tenir compte de la vérité. J'ai appris que mon épreuve inimaginable ces 14 derniers mois est le résultat d'une poignée d'individus sans scrupules de Nissan avec le soutien du bureau du procureur de Tokyo. Il importe pour moi de souligner que je ne suis pas au-dessus des lois et je suis heureux de faire éclater la vérité et de laver mon honneur et de rétablir ma réputation. Je n'ai pas fui la justice, j'ai fui l'injustice, la persécution politique avant subi. Plus de 400 jours dans un système inhumain conçu pour me rompre, je n'avais pas d'autre choix que de me protéger, ainsi que ma famille. Ça a été une décision difficile et un risque qu'on ne prend si on est résigné à la possibilité d'un procès inéquitable, avec les ficelles tirées et manipulées par ceux qui voulaient à tout prix une confession ou une inculpation. Le seul objectif, c'est de sauver la face. Les faits, la vérité, la justice sont sans objet à ces individus. C'était la décision la plus difficile de ma vie, mais n'oublions pas que je faisais face à un système où le taux d'inculpation s'élève à 99,4% et je vous parie que ce chiffre est encore plus élevé pour les étrangers. La légitimité d'un système de justice ne doit pas être basée sur son taux d'inculpation, mais la confiance qu'il cherche à respecter dans la quête de la vérité. Ce sont les procureurs aidés et soutenus par des individus mesquins sans loi, au gouvernement et à la firme d'avocats de LATAM qui détruisent la réputation du Japon à l'échelle mondiale. Ce sont eux qui alimentent un système archaïque, manipulatoire, dans un pays qui est moderne. Ce sont eux qui doivent être tenus responsables. Les charges contre moi sont infondées. Pourquoi pensez-vous que les procureurs ont fuité des informations fausses à la presse contre le droit japonais? Pourquoi ont-ils dissimulé des éléments disculpatoires qui étaient mon innocence? Pourquoi ont-ils retardé constamment 13 mois la date non fixée pour le procès et ont-ils reporté sans cesse la durée de l'enquête? Pourquoi m'ont-ils arrêté de nouveau et confisqué tous mes documents de défense? Pourquoi souhaitaient-ils à tout prix m'empêcher de parler, de tenir une conférence de presse où j'exposerai ma version des faits? Pourquoi ont-ils passé 14 mois à essayer de rompre mon esprit, m'empêcher de tout contact avec mon épouse et suivre chacun de mes mouvements? Avant de répondre à vos questions, je sais qu'elles sont nombreuses, je voudrais vous donner quelques éléments de réponse et je vais suivre 5 sujets en particulier. Premier sujet, pourquoi tout ceci s'est-il produit au début? Deuxièmement, comment cela s'est-il produit? Je vais vous expliquer ce que j'ai vécu pendant 14 mois. Troisièmement, on va revenir aux 4 charges qui m'ont été imposées par le procureur. Je vais vous les expliquer, la nature de ces charges. On va parler de toutes les charges qui sont à la base de cette campagne de diffamation qui n'ont pas été mises dans le dossier par le procureur, mais font le tour des médias avec des interprétations fantaisistes et avec des positions officielles qui ne sont pas du tout rigoureuses. Et enfin, je dirai quelques mots sur l'alliance Renault-Nissan. Où sont-ils aujourd'hui, un an après? Quelle est la situation de ces 3 groupes, un an après? Ensuite,
je vous laisserai poser toutes vos questions. Donc, je commence par le premier point. Pourquoi? Bien, si on dit, bon, que c'est un complot, que c'est quelque chose qui a été organisé, pourquoi? Quelles sont les raisons à cela? Eh bien, nous avons deux raisons. Elles sont sans doute nombreuses, mais les deux principales raisons qui expliquent ces événements. Premièrement, la performance de Nissan, malheureusement, a commencé à baisser au début de 2017. Je vous rappelle qu'en octobre 2016, j'avais décidé de me retirer des opérations de Nissan parce que j'avais conclu un accord avec Mitsubishi, prenant contrôle de 34% de Mitsubishi qui avait besoin de l'aide. Je me suis donc déplacé à Mitsubishi comme président du conseil, aider Maku Kosan pour relancer la société. On va vous proposer comme président, c'est quelque chose qui doit être dit. Les patrons ne sont pas désignés par leurs prédécesseurs, ils sont désignés par le Conseil. Ils sont proposés par le prédécesseur, mais la décision revient au Conseil. Lorsque les gens disent « Ah, M. Bolloré a été désigné par M. Ghosn », pas du tout. M. Bolloré a été désigné par le Conseil. Il a été proposé par Carlos Ghosn, mais il a été nommé par le Conseil. Ah, il a été nommé par M. Ghosn, il n'a pas de légitimité. C'est faux. Les membres du Conseil de Renault ont voté à l'unanimité à le désigner comme directeur général. 9 mois plus tard, ils l'ont destitué. Ça, c'est une réalité. Revenons-en maintenant à notre histoire de Sako. Désigné en octobre 2016, patron d'une société, moi je pars pour Mitsubishi. Maintenant, je lui dis, c'est à toi de jouer, que j'allais rendre cette société après avoir été patron pendant 17 ans, après avoir été patron pendant 17 d'une société morte en 99. Je lui ai laissé 20 milliards de dollars en cash, une société qui était rentable, qui progressait, une marque qui était nulle part en 99, qui était devenue une des 60 premières marques au monde. C'est ce que je lui ai laissé. C'est à toi de jouer, je te le confie, laisse-moi Mitsubishi, je vais m'occuper de Renault et de l'Alliance. Malheureusement, où ça, un patron est là, pour autant qu'il performe. Moi, je suis resté 17 ans à la tête de Nissan parce que j'étais Carlos Ghosn, j'étais là parce que j'assurais, je livrais de la croissance, des bénéfices, des trésoreries, des dividendes. C'est notre raison d'être. Malheureusement, en 2007, on a commencé à voir une baisse dans la performance du société. D'âpres discussions en 2018, encore un déclin, d'âpres discussions, mais en même temps, c'était lui le patron, c'était lui qui était responsable, il doit trouver une solution avec sa propre équipe. Donc, il y avait une certaine inquiétude dans les rangs des hauts dirigeants, notamment parmi les hauts dirigeants qui, à un certain moment, la patience allait être épuisée, le changement allait venir. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut revenir à l'histoire de l'Alliance, l'historique. Vous savez, il y avait la loi Florange en France votée donnant de doubles droits de vote aux actionnaires qui détiennent leurs actions depuis plus de 2 ans. En tant que conseil de Renault, nous avons proposé cette règle. Nous avons droit, puisque la loi nous permettait, dès lors qu'il y a plus de 2/3 des actionnaires qui votent pour exclure cette loi. On ne l'a pas emporté. Comme vous le savez, l'État français a augmenté sa participation dans le groupe, a bloqué la majorité des 2/3. La plupart des actionnaires étaient de notre côté. On n'a pas pu atteindre les 2/3 des actionnaires des actions. Ça a laissé une grande amertume chez nos amis au Japon, pas simplement avec la direction de Nissan, mais également avec le gouvernement japonais. Et ça a laissé un goût amer puisqu'ils pensaient que c'était injuste que Nissan, qui détient 50% à 0 droit de vote, et que le groupe français qui détient 15% a double droit de vote. On a essayé de l'expliquer, on n'a pas réussi malheureusement, et c'est là où le problème a commencé, puisque commençait à y avoir une sorte de défiance de la part de nos collègues japonais, pas simplement à l'égard de l'Alliance, mais également à mon endroit, surtout lorsque
avant de renouveler mon mandat, qui soit dit en passant, je n'avais pas réclamé. J'étais prêt à partir à la retraite avant juin 2018. On m'a dit que j'étais sans doute la personne la mieux placée pour poursuivre le pilotage de l'Alliance. Malheureusement, j'ai accepté cette offre. Et probablement une des raisons pour lesquelles je suis dans cette situation aujourd'hui, c'est parce que j'avais accepté cette offre de continuer à intégrer les deux groupes, à faire converger les deux groupes, tout en respectant en permanence l'autonomie de chaque société, puisque c'est une conviction de la direction. Vous n'allez pas faire un grand groupe avec des gens qui pensent être des citoyens de seconde chose dans une alliance. Je veux que les Japonais et que Renault soient fiers de l'alliance, pas des citoyens de première et seconde zone. Il y avait un système que j'avais proposé pour maintenir ça, quand bien même j'avais rendu l'alliance irréversible. Malheureusement, il n'y avait pas de confiance. Et certains de nos amis japonais sont dit la seule façon de se débarrasser de l'influence de Renault sur Nissan, c'était de se débarrasser de moi. Malheureusement, ils avaient raison, puisque lorsque vous voyez exactement ce qui se passe aujourd'hui, où Renault a très peu d'influence sur ce qui se passe chez Nissan, quand bien même ils mettent bonne face sur ce qui se passe. Vous savez que les Japonais ont la bonne analyse. On se débarrasse de lui, on aura plus d'autonomie pour Nissan, malheureusement. Donc on va parler des résultats. Les résultats escomptés ne sont pas au rendez-vous. Qui sont les gens? Eh bien, je vous promis des noms, je vais vous donner des noms. Qui faisait partie du complot? Sakawa, Harinada, bien sûr, et Oduna, puisque... Mais ils sont nombreux. Il y en a d'autres. Toyoda, membre du conseil, qui était le lien entre le conseil de Nissan et les autorités. Maintenant, je peux vous parler de ce qui se passe au niveau du gouvernement japonais. Je peux donner des noms, je les connais. Mais je suis au Liban, je respecte le Liban et je respecte l'hospitalité qui m'a été réservée par les autorités libanaises et nullement vais-je faire ou dire quoi que ce soit qui rendrait leur tâche plus difficile. Donc, je m'impose le silence sur cette partie-là de la présentation puisque d'aucune façon suis-je montrer quoi que ce soit ou dire quoi que ce soit qui pourrait nuire aux intérêts du gouvernement libanais. Kawachi Imazu, commissaire au compte, Toyoda sont les principales personnes. Il y a bien sûr d'autres personnes, mais j'ai tous les noms. Je me limite aux personnages principaux. Le procureur, je citerai quelques noms. Vous aurez les gens qui ont été de tous les côtés. L'avocat, le cabinet d'avocats, LW, que l'on utilisait dans le passé, qui a continué à aider Nissan tout en attaquant certains des conseils qu'ils nous donnaient lorsque nous étions en charge et maintenant ils soutiennent la nouvelle équipe. Donc l'histoire est très longue, mais je vais me limiter. Comment? Déclin de la performance de Nissan, méfiance s'agissant de la prochaine étape de l'irréversibilité de l'Alliance. Voilà les deux raisons. Comment? J'ai été arrêté le 19 novembre 2018. Bon, je ne m'attendais à rien, puisque je n'étais plus le patron du groupe, j'étais président, je délègue. Certains m'ont demandé, vous n'avez pas étudié cela, vous ne l'avez pas soupçonné. Et en fait, c'était un de vos collègues des États-Unis. J'ai dit, vous savez, que s'est-il passé à Pearl Harbor? Vous avez vu Pearl Harbor arriver? Avez-vous vu ce qui s'était passé à Pearl Harbor? Vous l'avez senti venir, donc vous me demandez comment je n'ai pas vu cela venir. Je n'étais même pas dans mon pays que quelque chose de cela était en train d'être montré contre moi. Moi, je ne l'ai pas vu venir, je ne l'ai pas remarqué, tout simplement parce que il est vrai que lorsque c'est planifié, lorsque c'est confidentiel, lorsque c'est secret, eh bien, ça arrive. Et j'étais surpris. Alors,
Il y a eu cette mise en scène de cette arrestation. Je ne savais pas que le monde, on a dit que j'étais arrêté dans l'avion. Ça, c'est des balivernes. Moi, j'ai été arrêté à l'aéroport. Je suis descendu de l'avion. J'ai été emmené dans une voiture avec mon passeport. Ils m'ont dit un problème avec le visa. Ils m'ont amené dans une petite salle. J'ai vu le procureur qui m'a dit « Je suis du bureau de procureur, je dois vous parler. Vous ne pouvez plus téléphoner. » Je savais que j'étais en état d'arrestation pour comprendre ce qui se passait. Que je puisse au moins passer un coup de fil à Nissan pour avoir un avocat. Mais je savais que Nissan était derrière tout cela. Tout ça a été mis en scène entre le procureur et la société. C'est ainsi que ça s'est passé. Et à partir de là, ils m'ont emmené à Kossuth, au centre de détention. 5 heures entre mon arrestation et le moment où je me suis retrouvé dans une petite cellule à Kossuth. La collusion entre Nissan et le procureur est partout. Les seuls qui ne le voient pas, peut-être, ce sont les gens au Japon. Et on m'a dit que c'était totalement illégal. Comment est-ce que ça peut être légal? Et dans le même temps, il y a tellement de traces, tellement de preuves, et personne n'en parle. Ne voit que ceux qui ne veulent pas voir. Ce sont des témoins qui m'ont dit exactement ce qui s'est passé avant d'être arrêté, toute la préparation, toutes les visites, beaucoup de réunions qui ont eu lieu entre les procureurs et Nissan, au moins, sans compter les officiels. Et je ne parlerai pas d'officiels, comme je vous l'ai dit précédemment. J'étais envoyé en prison et le procureur m'a dit « On va vous arrêter pour ne pas avoir déclaré vos rémunérations. » J'étais choqué. Je ne comprenais pas. Quelle rémunération? Oui. On vous arrête pour sous-déclaration de rémunérations qui ne vous ont pas été payées. Deuxième surprise. Donc quelque chose qui ne m'a pas été payé, oui, et quelque chose qui n'est pas arrivé au Conseil, donc il n'a pas été décidé. Donc j'étais arrêté pour une rémunération qui n'avait pas été fixée, qui n'avait pas été décidée et qui n'a pas été payée. C'est la raison de mon arrestation. Mais je peux vous dire que dans beaucoup de pays, ce n'est pas une cause d'arrestation, ce n'est même pas un délit. Tanaka-san, professeur de loi, consulté il y a 3 semaines. Maintenant qu'on a les documents du bureau du procureur, 13 mois après l'arrestation, on lui a tout montré. On dit « Professeur, dites-nous ». Et il a dit, je le cite, « C'est une honte que le Japon ait arrêté M. Ghosn pour cela ». On lui a demandé de l'écrire, il va l'écrire, je ne sais pas s'il va continuer à l'écrire, mais il a dit que c'est une honte, le professeur Tanaka de l'université de Tokyo. C'est une honte que M. Ghosn ait été arrêté pour cela. Je vais poursuivre. Je ne vais pas en parler trop. 130 jours en prison, en isolation, dans une petite cellule sans fenêtre, lumière jour et nuit, 30 minutes par jour, sauf les week-ends, parce qu'il n'y a pas suffisamment de gardes pendant le week-end, pour pouvoir sortir. Quand il y a des jours fériés, il n'y a personne. Donc vous restez dans votre cellule, vous avez la nourriture. 6 jours sans contact humain pendant le Nouvel An. 2 fois par semaine des douches. J'essaie d'en avoir plus, on m'a dit non. Les médicaments, vous ne pouvez pas les avoir. Vous ne pouvez avoir que les médicaments de la prison. Interrogé jour et nuit, le matin, l'après-midi, le soir, la nuit, jusqu'à 8 heures sans la présence d'un avocat. Impossible de parler à quelqu'un qui comprenne le français, l'anglais ou autre chose. Quand on a besoin de quelque chose d'important, eh bien, il faut faire venir quelqu'un qui n'est disponible qu'une fois par semaine. La présomption de culpabilité dès le début. Le procureur m'a dit « Vous êtes coupable, ne jouez pas à vos petits jeux, il faut avouer. »
Il faut trouver simplement des raisons pour nous assurer que l'accusation pourra tenir debout. Donc j'ai senti dès le début qu'il n'y avait aucun intérêt à découvrir la vérité. Tout ce qui s'était intéressé, c'est de mettre en place une accusation contre moi. Renvoyé en prison le jour avant la conférence de presse pour m'empêcher de parler, après que j'ai été libéré pour la deuxième fois, sous caution et qu'un nouveau procureur a été nommé, interviewé par les médias japonais, et les médias japonais l'ont dit « Monsieur le procureur, pourquoi vous empêchez M. Ghosn de parler à la presse ?» Nous, pas du tout. Il peut parler à la presse, mais nous pouvons arriver avec de nouvelles accusations. Qui était un message extrêmement simple. Oui, bien sûr, il peut parler à la presse, mais attention, on peut mener de nouvelles accusations. Ils ont très bien travaillé, puisque vous le savez, hier, quelle coïncidence, ils ne peuvent pas me remettre en prison, mais ils ont demandé de mettre en accusation ma femme, un mandat d'arrestation de ma femme, sur des déclarations qu'elle a fait 9 mois plus tôt devant le juge et devant le procureur. Quelle est la raison? Eh bien, nous suspectons qu'elle a dit quelque chose qui était faux. 9 mois plus tard, vous découvrez ça 9 mois plus tard, un jour avant la conférence de presse, quelle coïncidence! Quelle coïncidence! C'est exactement la façon dont ça fonctionne. Vous parlez, allez, vous retournez à Kosuge. 9 mois séparés de ma femme, sans aucun motif. Carole a beaucoup de courage. Après avoir été arrêtée, elle a pu quitter le pays. Le procureur a dit « Mais pourquoi vous quittez le pays ?» Il a pris son passeport, ils étaient menaçants, ils l'ont laissé sans téléphone, sans ordinateur. On l'a laissée seule à Tokyo sans rien. Elle est partie parce qu'elle avait peur. Et là, j'ai commencé à dire « Attendez, elle est revenue. » 4 jours après, ils l'ont interrogée devant le tribunal avec le juge et le procureur. Et puis elle est partie. Et maintenant, il y a un mandat d'amener pour faux témoignage 9 mois plus tard. Je vais vous donner un autre exemple. Le juge responsable des conditions de libération sous caution, M. Hajimada, nous lui avons demandé 7 fois en 9 mois, 7 fois. Et à chaque fois, à chaque reprise, il a pris le temps de réfléchir. Rien ne changeait. Et il disait non. Et pourquoi non? Parce que vous avez déformé les preuves. J'ai pu recevoir mes amis, ma famille. Je pouvais effectivement changer les preuves avec n'importe qui. Mais en ne me permettant pas d'avoir une vie normale, ils enfreignaient la loi. Ce qui était intéressant, c'est quand M. Tenchimata, Shimata-san, vous savez, peut-être ils peuvent se rencontrer de temps en temps. La question est très intéressante. Pourquoi est-ce qu'ils veulent se rencontrer? D'accord. Pourquoi pas une conférence? De quoi veulent-ils parler? Je me sentais comme j'étais plus un être humain. J'étais quelque chose entre un humain, un animal, un objet. Pas de sentiment. Ça veut dire quoi? Qu'un homme et une femme ne peuvent pas, mariés ne peuvent pas parler ensemble? Je devais expliquer pourquoi je voulais parler à ma femme. Et la réponse, de toute façon, c'était non. Et j'ai eu le droit à 2 heures en 9 mois, avec la présence d'un avocat dans la pièce, et le pauvre gars était embarrassé. Il m'a dit « Excusez-moi, je dois être là, et il faut que je rapporte ce que vous dites à votre femme. » Le second que je voudrais mentionner aussi, j'avais beaucoup de sessions avant le jugement. Il y avait un procureur et 3 juges. J'étais naïf, je pensais que le juge c'était le patron. Non, non, pas du tout. J'avais tort. Le patron c'était le procureur. Le juge, Kanji Shimotsu, très poli, très gentil, mais le procureur faisait exactement ce qu'il voulait. Quand le juge disait « Pourquoi vous ne mettez pas ce document ?», le procureur disait « On va y réfléchir. » Ah ben non, on ne l'a pas. Pourquoi tout cela? Essayez, autant que faire se peut, de retarder la session du tribunal.
Et en quittant le Japon, je n'avais pas encore de date pour le jugement sur les premières accusations. Ah, mais on ne peut pas... Il faut terminer d'abord avec la première affaire avant de commencer la deuxième. Donc quand j'ai demandé à mes avocats combien de temps ça allait prendre, ils m'ont dit peut-être 5 ans au Japon, avant de pouvoir être jugé. 5 ans au Japon, je comprends. On a Maître Zimri qui est présent, spécialiste des droits de l'homme. Un jugement rapide est un des droits fondamentaux de tout être humain. Ça fait partie des traités des droits humains. Eh bien, c'était loin d'un jugement rapide. J'avais l'impression que ça pouvait prendre autant de temps qu'il le voulait. Et le juge étant un gentil organisateur, et que c'était le procureur qui menait la danse. 99,4% de taux de condamnation. Tous les signes étaient là, qu'il n'y avait aucune possibilité que je serais traité équitablement. Aucun signe que j'aurais une vie normale dans les 4 ou 5 années à venir. Donc je peux vous dire que c'est pas difficile d'arriver à la conclusion que j'allais mourir au Japon ou qu'il fallait que je m'en sorte. C'est pas de la justice. Je sentais que j'étais l'otage du pays, d'un pays que j'avais servi pendant 17 ans. J'ai dédié ma vie professionnelle à ce pays, j'en étais fier. J'ai ressuscité une société, une compagnie que personne n'avait pu faire avant moi. Ils étaient pendant des années dans la boue. Moi, pendant 17 ans, j'étais considéré comme un modèle au Japon. Plus de 20 livres de gestion ont été écrits sur moi. Et là, en une seconde, en une minute, soudain, quelques procureurs ont dit, et des cadres de Nissan ont dit, « Ah, ce type-là, il est froid, il est avare, c'est un dictateur. » Froid, avare, dictateur. Il y a une motion pour me démettre en raison de tous les éléments menée par le procureur, et il y a une recherche pour des nouvelles accusations par les procureurs. Donc je crois que nous avons la liste ici. Nous avons ici cette liste de toutes les accusations, les faits, les données, les noms qui ont été présentés à la Cour pour que l'affaire soit rejetée. Mais mes avocats m'ont dit, ne pensez pas que l'affaire serait rejetée. Il n'y a aucune affaire au Japon où, quelles que soient les raisons de rejet de l'accusation, que l'affaire soit rejetée. Certaines personnes sont acquittées, mais il n'y a aucun rejet des poursuites. Première accusation, c'est le fait que je n'ai pas déclaré, sous déclaration, pour une rémunération qui n'a pas été décidée, qui n'a pas été validée, qui n'a pas été payée. Je vais vous donner quelques faits aussi. C'est que Nissan a plaidé coupable. Oui, excusez-moi, nous allons plaider coupable au Japon. Et on leur a demandé de payer une pénalité. Vous voyez, il y a une poursuite. Ils ont pris la position opposée. Leurs avocats ont dit « Nous ne sommes pas coupables, il n'y a aucune raison. » Et ce document est disponible, vous pouvez l'avoir. Au Japon, nous sommes coupables. Et ailleurs, on dit « Ben non, on n'est pas coupable. » Ce document est disponible. Les phrases clés sont surlignées. Je voulais simplement vous le souligner aussi. Il n'y a aucun pays démocratique que je connaisse qu'on aille en prison pour ce type d'accusation, même si c'était exact, cette accusation. Shinsei Bank, il y a une résolution du conseil d'administration. Voici la résolution du conseil. Tout le monde a voté unanimement pour une résolution disant si un directeur étranger ou un cadre étranger veut avoir un contrat
de change pour couvrir son revenu, il peut le faire, sans coût pour l'entreprise. Qui était présent? Des gens, Carlos Tavares, Sakawa, ils ont tous signé. Aucun coût pour l'entreprise. J'en ai bénéficié, aucun coût pour la société, pour l'entreprise. Aucun. Donc, aucune perte pour la société. Ben, où est le problème? Où est le problème? On continue. Djoufali, un autre. Ils disent, Monsieur Ghosn, Djoufali, il n'a rien fait. Il a reçu 14 700 000 $ de Nissan sur 4 ans, mais il n'a rien fait. C'est l'accusation, il n'a rien fait. Eh bien, on a un contrat, on a trouvé le contrat sur ce que Djoufali faisait. Ces documents qui ont été signés entre Djoufali et beaucoup de cadres de Nissan. Mais je voudrais attirer votre attention sur le fait que il y a eu beaucoup d'articles disant que la réserve du DG, c'est de l'argent secret que Carlos Ghosn, il ouvre un coffre, il y a beaucoup d'argent liquide, il peut distribuer ça à qui il veut. La réserve du DG, c'est une ligne budgétaire. On peut accéder à la réserve, mais c'est une ligne budgétaire. Elle doit être documentée. C'est une indication de la réserve du DG. Comment ça fonctionne? Il y a un vice-président qui demande l'argent, Gilles Normand, qui était le directeur de la région, et il doit expliquer pourquoi il veut l'argent et quel est le contrat sur lequel il se base. Et il y a des gens qui regardent, qui révisent et qui l'accordent ou pas. Il y a le juridique, le contrôleur et le patron de ce type-là, qui est le directeur des opérations, puis il y a moi. Pourquoi? Parce que ça s'appelle la réserve du DG, c'est moi qui dois l'approuver. Tout paiement de la réserve du DG suit cette procédure. Il n'y a pas $1 payé sur la réserve sans ma signature. Il y a tous ces gens qui vérifient, et après votre accord sur la ligne budgétaire, ça doit passer au paiement. Et quand on va au paiement, il y a beaucoup d'autres personnes qui doivent signer. Contrôleur local, le vice-président local, les gens qui reçoivent l'argent, etc., etc. Toute cette farce sur la réserve du DG comme une sorte de chose où Carlos Ghosn qui prenait de l'argent le donnait à ses copains, ça n'a aucun sens. On a toutes les preuves ici, on a tous les documents maintenant, heureusement. Quand j'étais arrêté, ils m'ont tout pris. Je n'avais plus d'ordinateur, plus de documents, plus rien. Tout a été pris. Donc il fallait que je reconstitue tout pour me défendre. Et, à l'évidence, j'utilise ici certains des documents que le procureur a finalement dû me donner pour nous permettre de nous défendre. Je voudrais aussi vous montrer la déclaration suivante. Et beaucoup de déclarations. Ils ont vu beaucoup de gens qui ont fait des déclarations. Jamais entendu parler. On en a entendu parler parce qu'on était obligé de leur donner ça. Gilles Normand. Pourquoi Gilles Normand? Il était le vice-président responsable de Nissan pour le Moyen-Orient. Joe Peter était le directeur financier de Nissan. Anand Dassas aussi, un autre directeur financier qui couvrait ces régions. Et quand on regarde ce qu'ils disent dans tous ces documents sont disponibles, vous pouvez les consulter. On les rendra disponibles pour ceux qui souhaitent les voir. Donc, lorsque on regarde ces documents, que disent-ils? Le Moyen-Orient est une région importante pour Carlos Ghosn parce que Toyota est un des centres de profit de Toyota. Ce n'est pas un centre de profit pour Nissan. Le Moyen-Orient, c'est un pays asiatique. Ce sont des voitures japonaises et des voitures coréennes. Bon, il y a quelques Mercedes et BMW, mais les Européens n'ont pas de position de marché, ou alors très faible, particulièrement dans le Golfe. Je voulais pousser les gens à dire « Ok, passons à l'offensive, on a une occasion, pas seulement en volume, mais aussi en revenus. Et on va changer la façon dont on fait les affaires. Il faut innover dans la façon dont on fait les affaires. Pousser les gens à être en partenariat avec des locaux. Pas simplement les gens de Nissan, aller sur place. Non, on a un bon agent, donnons-lui des incitations, des incitatifs, que lui fasse le travail local. C'était bon pour nous.
Parce que chaque fois qu'on le faisait, on avait de plus grandes ventes et de meilleurs revenus. Tout ça est argumenté. Et la présentation qui a été faite par le procureur, c'est « Ah, M. Ghosn a des liens spéciaux avec un Saoudien et avec Saoued Bawan à Oman, avec des relations très confortables. Mais tout ce qu'on a fait avec Oman, on l'a fait avec Dubaï, avec le Liban, avec le Qatar. On ne parle pas de cela. Il se concentre à ces incitatifs sont très élevés. Quand on compare ça à ce qu'ils gagnent, c'est encore plus bas que ce que payent les concurrents. Mais ça, ils n'ont pas voulu l'entendre. Le potentiel du Moyen-Orient est très important et c'est ce que nous recherchions. Ahmed Bawan, vous n'avez jamais entendu parler d'elle. Il a été interrogé pendant un jour. Vous n'en avez jamais entendu parler? Pourquoi? Parce qu'à l'évidence, il n'a pas dit ce qu'ils attendaient qu'il dise. Il a nié toutes les accusations. Non seulement il a nié toutes les accusations, sachant que personne n'allait le croire. Ah oui, mais si vous êtes complice d'une certaine manière, vous pouvez dire quelque chose différent de la vérité. Mais vous devez savoir que tous les comptes bancaires, le compte bancaire de tous ces gens-là ont tous été ratissés. Tous. Donc s'il y a eu n'importe quel paiement suspect, je peux vous dire que ça aurait fait la une du Nikkei ou du Sankei avant que ça arrive directement. Ça viendrait directement sur le procureur. Alors, c'est quoi l'histoire? Si l'abus de biens sociaux a commencé par Nissan et arrive jusqu'à vous, mais il n'y a pas d'argent de Nissan, parce que l'argent de Nissan s'arrête à Bawan Automotive. Et comment n'a rien à voir avec ça? Et donc, on a toutes les preuves qu'il n'y a absolument aucun transfert indiquant qu'il y avait de l'argent de Nissan qui est allé à Kubar. Donc, c'est la fin. Il n'y a pas d'abus, parce que ça voudrait dire de l'argent de l'entreprise qui irait ailleurs qu'il ne devrait aller. Mais on y reviendra. Il y a eu beaucoup de réussites dans la façon dont on a tué mon image. Nissan a engagé beaucoup de gens. J'ai lu dans Bloomberg, ils ont dépensé plus de 200 millions de dollars pour l'enquête et pour tout ce qu'il y avait autour de cela. 200 millions de dollars pour recevoir combien? Combien? On parle de 14 700 000 dollars à Djoufali et 5 millions pour Bawan. Où est la logique? Dépenser 200 millions de dollars pour ça? Vous allez salir votre image. Vous allez divertir l'attention de toutes les grandes entreprises. Et la capitalisation de marché de Nissan a diminué. C'est 10 milliards de dollars de moins. Ils ont perdu plus que 40 milliards de dollars par jour, millions de dollars par jour, pendant toute cette période. Renault ne va pas mieux, parce que la capitalisation de marché à Renault a diminué de plus de 5 milliards d'euros, c'est-à-dire 20 millions d'euros par jour. 20 millions par jour. Quand j'entends les déclarations faites par les officiels français, « Ah, il faut se concentrer sur les 11 millions d'euros de dépenses indéfinies. » J'ai dit « Oui, d'accord, sûr. Pourquoi vous venez pas me voir? Venez me voir, je vais vous expliquer. Faites un audit. » Mais la première personne pour valider l'audit, c'est la personne principale. Posez les questions. Si vous n'êtes pas convaincu, d'accord, mais venez me dire quelles sont l'aide aux universités, l'aide aux écoles. Vous ne venez pas me voir et vous dites des dépenses inexpliquées. C'est pas ça, les 11 millions. Moi, en tant qu'actionnaire de Renault, je suis inquiet du fait que j'ai perdu 35% de la valeur de l'entreprise et je ne comprends toujours pas pourquoi. Je suis inquiet quand Renault, la valeur descend, quand l'industrie augmente de 20%. Donc les seules sociétés qui ont perdu de capitalisation boursière, c'est, quelle coïncidence, Renault, Nissan, Mitsubishi. Et la moyenne de toutes les autres a augmenté de 12%.
C'est quoi une société? C'est quoi? C'est la création de valeur, si je me souviens bien. Le DG est là pour créer de la valeur. Le conseil d'administration est pour protéger les actionnaires. Où en sommes-nous? Moi, en tant qu'actionnaire de Renault ou un actionnaire de Nissan, mon Dieu, mais qui me protège en tant qu'actionnaire? Qui fait attention à moi? Quel est le nom de la marque? Quel est l'avenir de la marque? Venons-en à cette histoire de Versailles pour salir mon nom. Versailles. Personne. Il y a des gens qui pensent que je suis en prison à cause de Versailles. Non, c'est vrai. Première accusation. Ah, Monsieur Ghosn, vous avez fait le 15e anniversaire de l'Alliance à Versailles? Oui, bien sûr. Pourquoi Versailles? Versailles, c'est pas Louis XIV. Versailles, c'est le site le plus visité de France. C'est un symbole du génie de la France. C'est le symbole de l'ouverture au monde. C'est le symbole de la mondialisation de la France. Vous parlez de Versailles, n'importe quel étranger viendra à Versailles. Ils seront étonnés par la beauté, par du palais, des jardins. C'est pas pour faire comme Louis XIV ou comme Marie-Antoinette. On l'a fait. Ah, c'était votre soirée d'anniversaire. Attendez, j'ai fait une déclaration. Où est la déclaration que j'ai faite? Ah bah oui, il a disparu. Soudain, je ne peux plus avoir la déclaration que j'ai faite, où je remerciais tous les gens qui nous ont aidés. Mais pourquoi est-ce que les autres cadres de Nissan et de Renault n'étaient pas là? Mais il y en a une. Celle-là était pour les partenaires étrangers. Si vous invitez quelqu'un en France, un Français, venir à Versailles, il ne viendra pas. Mais si vous invitez un Japonais, un Américain de venir à Versailles, ils vont venir en courant. C'est la raison de Versailles. Ah mais non, on m'a dit, c'était une soirée d'anniversaire. Bon, allez, on voulait salir mon image. Il y a la réservation d'une pièce à Versailles. Est-ce qu'on peut avoir ça? Oui. C'est la facture. Qui? Laissez-moi dire comment ça s'est passé. Nous étions des mécènes de Versailles. Pourquoi? Parce que vous savez que Versailles n'a pas assez d'argent pour pouvoir rénover les bâtiments. Ils sont venus me voir. Monsieur Ghosn, est-ce que vous pouvez mécéner un petit peu? Oui, ça va avec l'image de l'Alliance, ça va avec l'image de Renault. J'étais d'accord. Donc, on a soutenu récemment le fait qu'on a refait le Salon de la Paix dans une situation qui était franchement horrible. On a payé plus d'1 million d'euros. Mais ce n'était pas un abus de biens sociaux. Quelque chose, ça n'a pas été dit. 1 million d'euros pour refaire le Salon de la Paix. L'image de Versailles, c'est ça. Donc Catherine Pégard, qui est la responsable de Versailles, vous êtes un bienfaiteur, vous savez, pour nos grands mécènes, on peut mettre à disposition une pièce. Si vous avez une soirée, on peut la rendre disponible pour vous. Je dis merci. Des mois se sont passés et soudain, j'avais la possibilité pour le 50e anniversaire de Carole. Elle m'a dit d'accord, il faut que tous nos amis viennent du Liban, des États-Unis. Je dis, vous savez quoi? Peut-être que Versailles peut être un endroit. J'ai eu cette proposition de Madame Pégard. Je l'ai appelée, elle a dit pas de problème. On a mis quelqu'un. C'est pas nous qui allons le faire. C'est la société CMP qui a mis toutes les dépenses sur la facture. Ils ont écrit location de la pièce offerte par Versailles. C'est écrit sur le document par les gens qui l'ont organisé. Et ils ont mis 0 € en face. Bon, très bien. Quand je vois ça, je dis, bon, c'est bien. C'est un geste commercial. C'est très apprécié. On va utiliser leur traiteur, on va utiliser leur personnel. C'est pas une soirée très bon marché, mais bon. J'étais surpris de voir que ça a coûté 15 000 € parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Quelqu'un a dit, non, non, vous savez quoi? On ne peut pas payer 15 000, on ne peut pas donner 15 000 €. On va les déduire du crédit de Renault en tant que mécène de Versailles. J'ai dit, bon, d'accord. On est prêt à payer. Et on a tous les documents pour prouver cela. Et tous les gens impliqués. Nous pensions que, de bonne foi, c'était un geste commercial qui était au bénéfice de Versailles, parce qu'on a utilisé tous les gens qui travaillent pour Versailles.
Les maisons. Ah, Monsieur Ghosn, vous avez une maison à Rio de Janeiro, à Beyrouth, quand même. Ben, ça appartient à Nissan. Et je dis, mon Dieu, on découvre cela. Vous avez ça, c'est secret. Mais c'est pas secret. Voici les documents signés par les deux directeurs représentatifs, Greg Kelly et Heiko Saikawa, 2013. Et que disent ces documents? L'utilisation des résidences de Rio de Janeiro, de Beyrouth, au Liban. Utilisation. Et ça dit aussi longtemps qu'il travaille pour l'entreprise, et nous nous engageons à ce que ces bâtiments puissent être revendus, lui être revendus à juste valeur. Quand j'ai entendu que tout le monde était surpris, que c'était secret, mais qu'est-ce que ça veut dire secret? Les deux directeurs représentatifs, plus la finance, le juridique, les directeurs régionaux qui ont acquis ces lieux, ça n'a aucun sens. C'est pas l'accusation, mais ça fait partie véritablement de la campagne pour salir mon nom. Le contrat avec ma sœur Claudine. Ah oui, on fait un contrat, elle fait rien du tout. Elle n'a rien fait. Une des raisons pour laquelle elle était là, c'est parce qu'elle était la directrice de la Chambre de commerce à Rio de Janeiro. Et c'était une personne clé pour véritablement bénéficier d'un grand incitation pour reconstruire une entreprise d'1 milliard de dollars qui existe aujourd'hui pour Nissan. Qui le savait? Les deux directeurs, le directeur des opérations du Brésil, tous les gens qui ont reçu l'argent étaient au courant. Ben oui, maintenant on va dire oui, on n'est pas sûr. Quand Saikawa, on lui a demandé, mais c'est vous qui avez signé le document? Oui, je l'ai signé, dit-il, je l'ai lu dans la presse. Mais j'ai fait attention. Je n'ai pas compris pourquoi je signais ce document. Mais ce type d'argument chez lui, mais ça c'est bien accepté par le procureur, mais pas avec moi. Mais ça va bien pour lui. Donc je vais aller au dernier point. RNBV. RNBV, l'audit par Mazars. Ils sont allés au conseil d'administration avec un rapport intérimaire. Après avoir vu le rapport intérimaire, Renault a communiqué, et certains officiels du gouvernement français ont communiqué, les résultats d'un audit qui n'était pas conclu, avant même que moi j'ai eu l'opportunité, l'occasion d'y répondre. Il y avait des questions qui devaient m'être posées, mais ils n'ont pas eu l'occasion de me les poser. Donc ce prétendu audit, qui n'était absolument pas mené de façon contradictoire, qui sera l'objet, si j'ai bien compris, d'une bataille juridique, ça n'a suivi aucune des règles de l'audit. Et le premier élément de l'audit, c'est le fait du contradictoire. On vous montre les résultats et vous devez expliquer ce qui se passe. Ça, c'est pas produit. On traite Renault, Nissan et RNBV comme des petites entités, sans contrôle, sans audit, sans juridique. Mais toutes les factures sont vues et visées en interne et en externe. Croire que ces gens-là, que seulement 2 ou 3 personnes puissent signer et qu'on s'en sorte comme ça, mais non. RNBV a le même protocole que Renault et Nissan. Dernier point, avant faire une pause avant de passer à votre question-réponse. Pourquoi tout cela? Quelles sont les conséquences de tout cela? Difficile de savoir qui est le gagnant là-dedans. Qui, finalement, va en sortir gagnant? En 2017, l'Alliance était le groupe automobile numéro 1, avec 3 compagnies, Renault, Nissan, Mitsubishi, en croissance, rentable, avec une vision claire pour l'avenir, une stratégie audacieuse, et vous saviez que nous préparions à ajouter Fiat Chrysler au groupe, parce que je négociais avec John Elkann pour que Fiat Chrysler nous rejoigne. Il y avait une stratégie, on savait où on allait, on savait comment fonctionnaient les synergies. C'était en 2017. Et aujourd'hui, eh bien, franchement, il n'y a plus d'alliance.
Si quelqu'un dit « Mais pourquoi est-ce que vous êtes ensemble ?» Il semblerait que toutes les décisions sont prises de façon non consensuelle. Mais moi, j'ai géré ces entités pendant 17 ans. Je peux vous dire que le consensus, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Il faut s'assurer que vous forcez les gens à aller vers les synergies, qu'ils aillent vers la synergie. Il faut prendre le temps pour expliquer pourquoi les synergies sont importantes. Et si vous dites c'est consensuel, non, rien ne se produit. On l'a vu dans les résultats des entreprises. 3 entités, l'alliance disparaît, il ne fonctionne plus. Et les 3 entités, la croissance a disparu, les revenus baissent. Difficile de voir où est la direction stratégique. Il n'y a plus d'innovation technologique. Et en plus de tout cela, l'Alliance a raté Fiat, Chrysler. Ils ne vont pas aller avec l'Alliance, ils vont aller avec PNC. Comment est-ce qu'on peut perdre ça? Comment est-ce qu'on peut perdre cette occasion unique de devenir l'acteur dominant de l'industrie en développant des liens avec des gens qui étaient prêts à vous rejoindre, qui étaient totalement complémentaires à l'Alliance? Ben, il y aura 15 explications qui vous diraient « Oh non, c'est à cause de Ghosn, à cause de ceci et de cela ». Tout est mis sur le dos. Mais c'est incroyable, incroyable que ça ne se soit pas produit. C'est incroyable. Donc, ce que je voudrais vous dire, ce n'est pas une affaire classique. « Ah, M. Ghosn ». Et les médias disent parfois « Il n'a pas payé d'impôts ». Il n'y a pas d'impôts. Il a caché des rémunérations. Comme moi, je dis au centre, mais j'ai reçu aucune rémunération. Ils sont surpris. Mais toute l'histoire a été placée de telle sorte d'amener les gens à croire quelque chose qui était différent de la réalité. Et je dois admettre qu'ils ont réussi. Ils ont réussi. C'est la seule chose sur laquelle ils ont réussi à faire, parce que tout le reste, la raison sociale d'un constructeur automobile, c'est de faire des bonnes voitures, voir la technologie, de faire des bons revenus et accroître les revenus des actionnaires. Ils ont dit, on veut tourner la page Ghosn. Eh bien, ils ont réussi. Ils ont tourné la page Ghosn. Ils ont tourné la page Ghosn parce qu'il n'y a plus de croissance, il n'y a plus de croissance des profits, il n'y a plus de ligne stratégique, il n'y a plus d'innovation, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'alliance. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est une mascarade d'alliance qui, avec toutes les personnes qui sont impliquées dans cette affaire, n'ira pas très loin. C'est la raison pour laquelle je vous dis que c'est politique. C'est politique. Il y a beaucoup de tentatives de le présenter comme c'est un cas vraiment classique de quelqu'un qui a franchi les limites. Non, il n'y a pas eu de franchissement des limites. Je suis innocent de tout cela, de tout. Je peux vous le prouver parce que j'ai beaucoup de documents et j'en aurai d'autres qui vont venir. Et c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. J'ai quitté le Japon parce que je voulais la justice. C'est la raison pour laquelle j'ai quitté. Je n'ai pas fui la justice, je veux la justice. Parce que la justice, c'est la seule façon de rétablir ma réputation et c'est la seule façon que tout ce que j'ai fait durant ma vie sera reconnu à sa juste valeur. Si je ne l'ai pas au Japon, je l'aurai quelque part ailleurs. Merci beaucoup pour votre attention. Et maintenant, avant de passer à la pause, un point final. Pour nos amis japonais, j'ai été sali. J'ai été appelé un dictateur froid. Froid, disant « Il n'aime pas le Japon, il n'aime pas les Japonais, c'est un mercenaire qui est là pour l'argent. » Non, c'est faux. J'aime le Japon. J'aime les gens au Japon. Je peux vous dire que pendant les mois où j'étais sous caution, je marchais seul à Tokyo. Je n'avais pas de garde. J'allais dans les restaurants, au cinéma, et les gens me saluaient. Ils me disaient « Nous sommes désolés de ce qui vous arrive, Monsieur Ghosn. Nous espérons que vous allez continuer à aimer le Japon. » C'est les gens de la rue. Les gens de la rue ne pensent pas une seule seconde qu'après avoir célébré cet homme, pendant 17 ans, soudain, il est devenu un méchant. Ils n'y croient pas. Ils ne comprennent même pas l'accusation. Donc,
Lorsqu'ils disent « j'aime pas le Japon », mais faisons de l'histoire, un petit peu de l'histoire. J'ai ressuscité Nissan. Nous avons passé la crise financière. Lorsque le tsunami a frappé le Japon, j'étais le premier étranger à revenir au Japon, si vous vous en souvenez bien. J'étais le premier. J'étais en France pendant le comité exécutif et quand tout le monde quittait le Japon, j'y suis retourné. J'étais le premier à oser aller près de Fukushima, à Iwaki, parce que si vous vous souvenez bien, il y a eu les fuites nucléaires. Personne ne voulait à Iwaki en raison des fuites du nucléaire. J'ai dû y aller par moi-même, appeler les employés et leur dire « Nous allons reconstruire ensemble l'entreprise ». Mes enfants ont été éduqués au Japon, j'ai vécu au Japon. Je n'ai pas voulu abandonner Nissan parce que moi, j'étais intéressé par le pays et par Nissan. Moi, j'aime le Japon. Pourquoi est-ce que le Japon me paye de telle façon pour le bien que j'ai fait pour ce pays? Je ne comprends pas pourquoi ils le font. Profondément, je ne comprends pas pourquoi. Les Japonais ne sont pas comme ça. Deuxième point, ils disent « je suis avare, avaricieux ». En 2009, Steve Ratner, qui était le conseiller d'Obama, il est venu me dire « Nous voulons que vous deveniez le directeur général de General Motors ». Je ne raconte pas des histoires. Regardez dans le livre qu'il a écrit. Il m'a offert une paye qui était le double de ce que je recevais. J'ai dit « Vous savez quoi, je comprends que votre offre est très attrayante, mais le capitaine d'un navire ne quitte pas le bateau lorsque le bateau est en difficulté. C'est pas un avare qui parle comme ça. L'avare dirait « Désolé les gars, les affaires sont les affaires, moi j'y vais pour mon propre intérêt, je vais ailleurs ». Et franchement, j'ai fait une erreur, je le reconnais aujourd'hui. J'aurais dû accepter l'offre de General Motors, mais j'avais mes valeurs et j'ai suivi mes valeurs. Donc voilà, en ce qui concerne le côté avaricieux. Troisième, le dictateur. Hein? Je découvre que je suis un dictateur en 2018. Pendant 17 ans, j'étais le DG d'une société avec tellement de professeurs. On a écrit 20 livres sur moi, tellement d'enquêtes aux États-Unis, tous les professeurs qui sont venus analyser de toutes les grandes universités américaines. Personne n'avait découvert précédemment que j'étais un dictateur. Tous ces gens qui ont analysé ce que j'ai fait, personne n'a eu un doute sur le fait que j'étais un dictateur. Tout ça a été élégamment fabriqué et imposé au public japonais. Mais vous savez quoi? Le public japonais n'a pas réagi à ça en fonction de ce qu'ils ont dit. Parce que je vais vous dire, moi, je n'avais pas de garde du corps. Je me promenais au Japon seul avec mes enfants. On n'a jamais été ennuyé par qui que ce soit. On a toujours été bien reçus dans tous les restaurants, dans tous les endroits où nous étions. Ils ont terni ma réputation. Et dans beaucoup d'autres pays, où le fait d'avoir du pouvoir, vous êtes supposé avoir de l'argent, vous êtes déjà coupable. Eh ben non. On va s'arrêter ici, s'interrompre. Une petite pause. On enchaîne? I can continue, but maybe. We're just going to do a break for those who want. Nous allons donc faire une petite pause pour ceux qui souhaitent une traduction audio. Nous allons vous remettre des récepteurs car M. Ghosn va répondre aux questions qui seront posées en arabe, en anglais et en français.